Bonjour et merci de nous rejoindre à la librairie Le Phénix pour ce nouveau numéro du Triangle. Vous avez certainement déjà entendu parler du théorème de Pythagore qui établit que le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Depuis toujours, les historiens n'arrivent pas à s'accorder exactement sur le moment précis de cette découverte de Pythagore. Par contre, ils le disent tous, il a connu dans sa vie plusieurs initiations. La troisième, d'ailleurs, était en Égypte, à Thèbes et à Memphis, où le célèbre philosophe a étudié la géométrie et l'astronomie. Plus tard, Pythagore va fonder une école initiatique qu'on appelle les pythagoriciens, où il va enseigner les nombres, sinon la loi des nombres. Nous allons parler aujourd'hui des écoles initiatiques avec notre invité. Je vais vous le présenter. C'est Kwame Yao Camille en état civil et il est justement le grand maître de l'ONP Études et le président de la juridiction de la langue française de l'Étude. Grand maître Nakalia, bonjour. Bonjour monsieur. Alors je rappelle rapidement que vous êtes en tournée au Bénin. Votre tournée consiste à faire quoi exactement au Bénin? D'accord, merci beaucoup pour la question, mais avant permettez-moi de remercier BNews pour cette opportunité et qu'elle nous offre à travers cette émission Triangle pour parler des questions spirituelles, des questions qui touchent l'essence même de l'être, et tout particulièrement aussi le cadre qui nous reçoit, le Félix, pour tout ce qu'ils font pour la promotion de l'œuvre spirituelle. En vérité, je suis au Bénin dans le cadre des tournées qui régissent les activités de la juridiction de langue française, pour laquelle tout récemment, il y a près de 9 mois de cela, j'ai eu la faveur d'avoir été promu à la présidence de cette juridiction pour présider aux travaux de cette juridiction. Et donc, je suis au Bénin dans le cadre des tournées que je fais dans tous les différents pays de cette juridiction. Alors, je le rappelais tantôt, nous allons parler des écoles initiatiques. Avec vous, cette émission sera purement pédagogique. Qu'est-ce qu'on peut entendre déjà par école initiatique? Les écoles initiatiques, en réalité, sont le vécu de toutes les sociétés humaines. Aussi bien les Africains, les Occidentaux et tout le genre humain ont toujours postulé qu'il existe des lois qui régissent la vie spirituelle, la vie humaine et la vie sociale de l'être humain. Et ce qui fait donc dit qu'il y a des espaces consacrés à l'étude de certaines sciences, puisqu'il s'agit de sciences d'une dimension un peu plus élevée que celle qui est admise de façon commune par les hommes. Donc les écoles initiatiques sont donc le creuset de ces enseignements qui ont permis à l'homme de se connaître lui-même, mais également de connaître la nature et de pouvoir dominer cette nature-là en créant, comme celui qui nous a fait nous tous. Alors, tel qu'on explique la chose, les écoles initiatiques ne sont pas ouvertes à tout le monde. Il s'agit de sociétés ou de structures un peu fermées, je vais le dire comme ça, entre griffes. Pourquoi est-ce qu'on présente la chose ainsi? C'est par nécessité de protection de la vue profane. Vous savez, toutes les vérités ne sont pas bonnes à être étalées. Un enfant qui naît, même un enfant de 3 ans ne comprendrait pas ce qu'un enfant de 10 ans ou qu'un jeune de 18 ans pourrait comprendre. Il y a donc une structuration de l'enseignement. Et c'est ce qui fait dire que certains enseignements sont réservés à une partie de la population qui accède à un niveau de compréhension de certaines vérités. Ce n'est pas une discrimination, mais c'est juste une façon de permettre à ceux qui peuvent discuter de ces choses, puisque même dans la philosophie s'apprend en classe de première. Et pourtant, on aurait pu dire qu'on pouvait donner la philosophie en 6e. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une société un peu à part qu'on établit? Non, c'est la même société, seulement c'est les niveaux, les structurations qui sont... C'est la hiérarchisation de l'enseignement du savoir. Alors finalement, qu'est-ce qu'on enseigne dans ces écoles? Pour savoir ce qu'on enseigne, prenons le cas de la société africaine. Dans nos sociétés traditionnelles, l'enfant qui atteint un certain âge rentre dans la classe des hommes, le dit-on. Ou quand il s'agit d'une femme, elle va faire partie maintenant de la classe des femmes, puisque jusqu'à un certain âge, elle est considérée comme une enfant. Mais avant d'avoir accès à cette classe, elle va suivre un enseignement particulier. Ou il va suivre un enseignement particulier par les aînés. Ils vont le conduire, souvent on dit on le conduit dans la forêt sacrée, on le conduit dans la case sacrée, et on va lui donner un enseignement sur qu'est-ce que c'est que l'homme. Comment doit-il se comporter dans la société? Quels doivent être les vecteurs sur lesquels il s'appuie pour conduire sa démarche
dans la vie des hommes. Donc, tout ceci, évidemment, mérite qu'on se mette à part. Mais c'est là d'où vient l'expression secte qui veut dire sécaré, c'est-à-dire mettre à côté. On se met juste à côté pour apprendre, pour comprendre, et on revient. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'enseignement qui est dispensé aujourd'hui dans ces écoles est complètement différent de ce qui se faisait il y a 2000 ans, parce que j'ai évoqué tout à l'heure le cas de Pythagore. Il y a également beaucoup d'autres philosophes, beaucoup d'autres savants qui ont parcouru ou qui ont pris part des écoles initiatiques, les Archimèdes et consorts. Avant, qu'est-ce qu'ils étudiaient? Est-ce que c'est la même chose qui est étudiée aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que tout ce qu'ils ont étudié, ça leur a permis de faire évoluer l'histoire du monde, de nous exposer leurs découvertes et tout. Aujourd'hui, nous n'avons plus de savants. Qu'est-ce qu'on étudie dans ces écoles? Est-ce que c'est différent aujourd'hui, si on fait la comparaison entre hier et aujourd'hui? Si nous disons que c'est différent, c'est que Dieu change. Et pourtant, la vérité est une. Elle est une et immuable. Toutefois, en vertu de la structuration de la conscience dans laquelle cette vérité descend, elle prend une coloration différente. Il y a donc une unicité de la vérité qui a été donnée depuis les temps anciens. Seulement que les peuples évoluent en fonction de leur capacité à comprendre le message du divin qui se structure dans des lois de la nature. Donc c'est le même message qui a été dispensé depuis la nuit des temps, c'est le même message qui continue d'être dispensé aujourd'hui, et c'est le même qui continuera. Alors, vous dites que c'est le même message qui a été dispensé depuis la nuit des temps, et c'est le même message qui continue encore aujourd'hui. Je l'ai rappelé tantôt, Pythagore pour sa part a appris la géométrie, l'astronomie et tout cela dans une école initiatique. Est-ce qu'aujourd'hui encore les écoles initiatiques enseignent la géométrie, l'astronomie et toutes les autres sciences qu'on peut apprendre? Justement, puisque la géométrie dont il était question, d'ailleurs, au-delà de la géométrie profane, il s'agissait de la géométrie sacrée, celle qui consistait l'homme à se connaître lui-même. Car la géométrie permet de mesurer l'espace. Donc ce n'est pas la géométrie, les courbes, les angles et tout? Si, c'est une forme de géométrie, mais elle n'apporte de vérité que si elle s'applique à l'être humain. Donc, toute cette géométrie extérieure est le reflet de la géométrie intérieure que l'homme est. Tel que l'homme est conçu, de la tête jusqu'aux pieds, correspond à un homme parfait. Tous les organes sont situés à des endroits bien précis, de sorte que le cœur, lorsqu'il se retrouve au milieu de la poitrine, on dit que vous êtes anormal. Ce qui veut donc dire que la constitution de l'être humain obéit à une géométrie sacrée, diront-elle une géométrie divine. Cette même géométrie, elle est apprise aujourd'hui, et elle permet à l'homme de vivre et de construire tout ce que nous faisons. Construire une maison, construire une voiture, bâtir tout ce que nous faisons, c'est selon les normes qui ont toujours été véhiculées. Donc aujourd'hui, c'est le même message, seulement c'est la conscience des hommes qui évolue. L'Afrique, dans nos sociétés traditionnelles, connaissait les aspects de la géométrie sacrée. Quand vous prenez tous les outils qui sont utilisés dans nos rites traditionnels, il y a des triangles dans nos rites traditionnels, il y a des rectangles, il y a des miroirs qui sont séculaires. Donc, l'Afrique aussi a cette pratique de cette géométrie. Mais seulement, évidemment, qu'en fonction de notre façon d'appréhender le divin, nous allons l'exprimer autrement. Il s'agit donc d'une expression différente, mais toujours de la même et une vérité. À part cette géométrie, est-ce qu'il y a une autre, je vais dire, matière qui est enseignée également dans ces écoles initiatiques aujourd'hui, sous une forme allégorique? Il y a ce que nous appelons l'astrologie, qui est différent de l'astronomie, puisque l'astronomie, c'est l'étude des astres, alors que l'astrologie, c'est l'étude de l'âme humaine dans ses différents cycles autour de ces astres. Ce qui fait donc dire que l'astrologie est une science qui est éduquée, qui est enseignée, qui est dispensée dans ces écoles initiatiques pour permettre à l'homme de se connaître. Et d'ailleurs, tout le monde le reconnaît aujourd'hui que les Dogons, la société initiatique des Dogons du Mali, était très avancée dans l'astrologie, mais également dans l'astronomie, dans les deux aspects. Il y a toujours deux aspects, car l'astronomie seule n'aurait pas d'intérêt pour l'être humain, puisque à quoi nous servirait de nous déporter sur la Lune ou sur Mars? Par contre, lorsqu'on attache l'astrologie, ça devient donc une science humaine qui touche l'être humain dans son parcours évolutif.
Alors, c'est bien de parler des Dogons du Mali. Ça veut dire que dans nos pratiques endogènes également, nous pouvons parler de cette science. Mais justement, comment est-ce qu'on accède à ces écoles? Quand on regarde un peu chez nous ici en Afrique, on dit souvent que tel a été désigné pour servir tel fétiche, tel a été désigné pour aller dans tel couvent. Comment fait-on pour intégrer aujourd'hui les écoles initiatiques modernes? Aujourd'hui, il y a différentes possibilités. La méthode traditionnelle est celle-ci de la cooptation. Dans une famille, l'aîné de la famille sait reconnaître en fonction des signes précurseurs qui devrait porter telle énergie et donc qui est à même de pouvoir véhiculer telle sagesse. Mais aujourd'hui, l'Occident nous permet, et la modernité nous permet aujourd'hui, de faire une démarche personnelle. Nous-mêmes, de nous déporter, de nous rendre, d'appeler, et grâce à Internet, grâce à notre présence également ici, beaucoup peuvent se rendre dans ces écoles initiatiques pour apprendre. Et donc, c'est aussi le résultat d'une quête personnelle. Nous-mêmes, nous frappons à certaines portes qu'on nous ouvre, et cela nous permet d'amorcer un sentier initiatique. Alors, est-ce que ça se passe comme dans une salle de classe ordinaire? Est-ce que tous ceux qui viennent dans une école initiatique arrivent à réussir? Est-ce qu'il y en a qui sortent après? Et peut-on rentrer et sortir? Avant de répondre, il est bon de faire la différence entre une école ésotérique et une école initiatique. Quelle est la différence entre les deux? L'école ésotérique donne un enseignement. Sa responsabilité, c'est de faire la promotion du savoir ésotérique, c'est-à-dire l'astrologie, la kabbale, le tarot, les différents mystères. Par contre, le sentier initiatique, l'école initiatique, elle permet à l'homme d'amorcer une vie complètement dédiée au sacré, avec un enseignement bien précis, avec une structuration de cet enseignement selon différents degrés. Donc la responsabilité de l'ordre initiatique ou de la société initiatique, elle est plus profonde que l'école ésotérique. Nous, en ce qui nous concerne, nous proposons une approche des deux. Donc dans une école ésotérique, comme dans une école initiatique, on peut rentrer et on peut sortir. Il n'y a aucun mal à cela, il n'y a aucun problème à cela, contrairement à ce que l'on pense. Ce sont des portes ou des chambres dans lesquelles on y entre et on y sort comme on en revient. Toutefois, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter, car la nature est structurée. Si je rentre en faisant un courrier quelque part, avant de sortir, je fais un courrier. C'est la seule exigence que nous demandons et que nous enseignons, que chacun puisse respecter les règles qui régissent chaque univers dans lequel chacun décide de pouvoir entrer. Alors, vous avez expliqué tantôt, il y a quelques minutes, pourquoi est-ce que le secret, le mystère était préservé dans ces sociétés. On a l'impression que le monde n'a pas beaucoup avancé depuis pratiquement 2000 ans et bien avant Jésus-Christ, parce que tout ce qu'on apprend sur l'histoire concernant ces sociétés initiatiques, c'est des gens qui s'enfermaient dans des chambres pour discuter, c'est des gens qui s'enfermaient également pour produire leurs réflexions. C'est bien après, c'est au cours de notre, je vais dire à l'époque contemporaine par exemple, qu'on a découvert les hiéroglyphes par exemple en Égypte et tout. C'est dire que les gens se cachaient déjà à cette époque pour pouvoir étudier un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Pourquoi est-ce que le monde n'est pas prêt à accepter tout ce que vous êtes en train de dire là maintenant? J'avoue que c'est une préoccupation qui nous inquiète tous, dans la mesure où, tout comme lorsque une loi est promulguée dans un État, nul n'est censé ignorer la loi. Donc celui qui se rend coupable d'une violation de la loi, il subit la rigueur de la loi. De cette même façon, tel que Dieu a conçu notre univers, il appartient à l'homme de connaître les lois qui régissent cet univers afin de mieux vivre. S'il ne le connaît pas, c'est sa faute. Donc aujourd'hui, les sociétés initiatiques continuent leur rôle. Toutefois, nous avons le regret, nous constatons avec amertume que le monde court à sa chute parce que l'homme est devenu trop matérialiste. L'homme a oublié qu'il est aussi bien matière que spirituel et qu'il doit donner plus d'importance à la spiritualité dans la mesure où, de toutes les façons, la vie matérielle, elle n'a qu'un coût. Oui, mais les hommes développent leur faculté ou leur côté spirituel quand ils vont à l'église, quand ils vont dans des temples et autres, quand ils vont à la mosquée également. Oui. Pourquoi aller au-delà de ces lieux de culte déjà reconnus et qui sont plus ou moins universels? Aujourd'hui, tout le monde constate que
je vais citer la religion catholique parce que c'est elle qui a beaucoup plus conquis l'Afrique en plus de l'islam, pour dire que certaines vérités aujourd'hui sont en train d'être révélées par le christianisme romain, vérités qui, il y a quelques années de cela, étaient considérées comme hérésie. Vous voulez parler de quoi, par exemple? Par exemple, la question du mariage, la question du célibat des prêtres, les questions qui sont liées à l'enfantement, les questions qui sont liées au port des préservatifs, un certain nombre de questions qui ont toujours préoccupé, et même des questions relatives au paradis et à l'enfer, à la naissance du Christ, de Jésus. Donc toutes ces questions qui, par le passé, étaient considérées comme hérétiques, aujourd'hui, l'Église est en train de revenir à des vérités qui étaient déjà sûres des sociétés initiatiques. Ce qui veut donc dire que les religions ont assumé un rôle. Nous, pour notre part, nous estimons que à un enfant de 3 ans, on donne du cérélac. À un enfant de 18 ans, on donne de la nourriture consistante. Nous estimons que pour certaines âmes qui sont arrivées à un niveau de compréhension de certaines vérités, la religion ne suffit plus. C'est le cas de beaucoup d'entre nous qui aujourd'hui estimons que la religion nous a enfermés dans un certain dogme pour lesquels les ordres initiatiques ont leur raison d'être pour révéler ces vérités, pour que l'homme apprenne à aller au-delà de ce qui est simple. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais nous allons encore attendre quelques minutes parce qu'il reste quelques pans du sujet que nous n'avons pas tout à fait développé. C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure comment est-ce qu'on peut entrer dans une école initiatique à travers par exemple la cooptation ou à travers tout ce que vous pouvez voir sur Internet également et vous rapprocher de tel ou tel cercle pour pouvoir suivre votre parcours et votre cheminement. Mais il y a sur ce parcours ce qu'on appelle l'initiation. En quoi cela consiste? L'initiation, dans sa définition classique, c'est amorcer quelque chose, c'est commencer quelque chose. Donc, évidemment, sur le sentier initiatique, l'initiation serait l'opportunité qu'on vous donne de vivre une vie spirituelle dans un cadre bien précis. Et cette vie spirituelle, elle va être échelonnée tout au long de votre vie en fonction de vos disponibilités, de vos capacités et du travail et de votre désir de vous améliorer. Car tout réside dans la capacité et dans le désir intrinsèque de pouvoir s'améliorer. Cette initiation se retrouve également dans nos milieux endogènes. Est-ce pratiquement la même chose avec le monde moderne? Oui, c'est pratiquement la même chose. Les écoles, l'initiative moderne. Oui, ne serait-ce que, je vais vous citer un exemple, les 4 éléments. Dans toutes les initiations, les 4 éléments existent. Chez les Asiatiques, on dirait les 5 éléments. Mais les 4 éléments sont les éléments constitutifs de la nature humaine. Le feu, l'eau, l'air, la terre. Dans toutes les sociétés initiatiques, vous allez avoir des expériences qui sont liées à ces 4 éléments. Ce qui veut donc dire l'initiation est une. Seulement, ce sont les approches qui diffèrent. Grand maître Mercalia, je rappelle que vous êtes grand maître de l'OMP Étu. Vous allez nous parler justement de l'OMP Étu et que vous êtes président également de la juridiction française de l'Étu. L'Étu, qu'est-ce que c'est exactement? Mais avant de répondre à cette question, de façon générale, nous allons parler des sociétés initiatiques. Quelles sont les différentes sociétés initiatiques qu'on peut citer aujourd'hui, où il y en a tellement, un peu comme les églises, qui pullulent à chaque coin de rue qu'on ne sait plus où se retrouver? Évidemment, il y a une foison d'ordres initiatiques. Il y a d'abord l'ordre des marins pêcheurs qui est un ordre initiatique. Ensuite, il y a, je dirais, la franc-maçonnerie, il y a la Rose-Croix, il y a la société, il y a un certain nombre. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous tapez société initiatique, je pense que vous verrez une panoplie. Mais il y a ces 3-là qui me viennent comme ça à l'esprit assez aisément. Mais également, il y a la société initiatique traditionnelle. Chez moi, en Côte d'Ivoire, il y a la société initiatique des Dozo, il y a la société initiatique du Poro, qui est au nord de la Côte d'Ivoire, il y a la société des Goulis, que chez les Baoulés ou également chez les Gourou. Il y a également une société initiatique à l'ouest chez les Mans et les Dents. Ainsi de suite, il y a une société initiatique à Abidjan chez les Ébriés. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, toutes les sociétés humaines ont créé les conditions de cette élévation spirituelle à travers des sociétés bien précises. Alors, comment est-ce qu'on évolue quand on entre à l'Étu? Vous avez parlé tout à l'heure de l'Étu, moi-même je le dis tout comme ça, hein, OMP Étu. Alors, c'est quoi l'ordre des marins pêcheurs? C'est quoi l'Étu? Les deux constituent-elles la même société initiatique? De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Comment est-ce qu'on y entre? Comment est-ce qu'on évolue? Comment c'est organisé? Expliquez-nous très rapidement. D'accord. Avant de commencer, je voudrais rappeler que l'Étu a été créé, fondé par Kabaleb Lop. Enrique Lop, du nom qui a pris pour nom sacré Kabaleb. Il y a plus de 42 ans de cela en Espagne.
Et donc l'étude, c'est l'école transcendentaliste universelle qui est compartimentée en 3 classes. La première classe, c'est la classe préliminaire chez nous, qui s'appelle le centre de cours de formation académique. C'est dans cette partie que tous ceux qui veulent rentrer dans l'ordre ont une étape préparatoire d'environ 12 mois, entre 9 et 12 mois, pour apprendre les mystères qui sont liés d'abord à la création, comment notre univers a été créé, à la vie après la mort, naturellement aussi à la vie que nous menons ici, un certain nombre de principes comme la réincarnation, comme le karma, un certain nombre de lois qui sont dispensées dès ces premiers cours. Ça dure 1 an et demi, c'est ça? Entre 9 et 12 mois. Après cette période, tous ceux qui aspirent, et là nous sommes dans la partie de l'école ésotérique, tous ceux qui aspirent maintenant à une voie initiatique en font la demande et nous les recevons dans l'ordre intérieur qui est l'ordre des marins-pêcheurs de l'école transcendentaliste universelle, qui va leur proposer une démarche sur 33 ans, qui va leur proposer donc un certain nombre d'enseignements qui sont liés aux évangiles, puisque nous avons une filiation chrétienne, christique. Donc nous allons approfondir les mystères des évangiles, nous allons approfondir les mystères de la tarologie, qui sont la tarologie, l'astrologie, mais qui sont rattachés à la Kabbale. Il y a des mystères dans l'évangile? Énormément de mystères, puisqu'il s'agit d'un récit de l'âme. C'est l'âme qui parle au corps. Il s'agit donc de cette dualité entre l'esprit et la matière à chaque moment. Donc tous ces enseignements seront promulgués. Il y a l'enseignement de la Genèse, comprendre le processus de la création, un certain nombre de vérités initiatiques qui seront transmises et enseignées. Et donc ça, c'est dans l'ordre des marins-pêcheurs. Et la 3e chambre, qui a pour vocation de travailler pour l'harmonisation des énergies et pour la guérison des malades, que nous appelons le ministère des médecins du Christ, qui est un ordre intérieur, qui travaille donc à répandre l'harmonie. Alors si je comprends bien le chemin ou le parcours, c'est que vous rentrez à l'étude, mais vous finissez à l'OMP, c'est bien ça? Non. Oui, vous finissez, si on peut le dire. Vous rentrez par les cours préliminaires et après, vous demeurez dans l'ordre des marins-pêcheurs toute votre vie. J'ai dit 33 ans, mais vous savez que ça peut être plus parce qu'il s'agit d'une question de la vie et non du temps. Seulement que, évidemment, les enseignements sont structurés sur une certaine période. Alors, aujourd'hui, comment se porte l'ordre? Est-ce qu'il y a beaucoup, je veux dire, d'initiés, c'est comme ça? Et quels sont les pays dans lesquels vous êtes installés? Aujourd'hui, l'ordre, comme je dis, a plus de 42 ans au niveau mondial. En Côte d'Ivoire, l'ordre a 29 ans. Au Bénin, l'ordre a 27 ans. Nous sommes présents dans 6 pays au niveau de la juridiction de la langue française. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, par ordre de création, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso, au Togo, au Sénégal et en France. Ça, ce sont les pays de la juridiction de langue française pour le moment dans lesquels nous sommes présents. Nous avons des membres au Cameroun, au Gabon, mais nous n'avons pas encore pu structurer la création véritablement d'un ordre là-bas. Merci beaucoup, grand maître Mercalia, grand maître de l'OMP Études. Merci d'avoir approfondi ce sujet sur les écoles initiatiques avec nous, sur cette émission. Merci. Je vous en prie. Nous allons vous présenter, comme d'habitude, chaque fois des ouvrages pour vous permettre de comprendre mieux les sujets qui ont été, ou le sujet qui a été abordé au cours de cette émission. Le premier ouvrage que je vais vous présenter, c'est Promenade initiatique, c'est de Jacques Trécaz, Origine et actualité des mystères sacrés, que vous pouvez retrouver ici à la librairie Le Phénix. Jacques Trécaz donc est un auteur de l'Étoile flamboyante et la symbolique, est l'auteur de l'Étoile flamboyante et la symbolique de la mort ou herméneutique de la résurrection. Il élargit dans ce livre sa vision et sa réflexion pour montrer pourquoi et comment les messages du passé, loin de stériliser la pensée, la nourrissent de leur sève vivifiante. Second ouvrage, c'est Les Trois Initiés, le Kybalion. C'est une étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de la Grèce ancienne. Donc vous pouvez trouver tous ces ouvrages à la librairie Le Phénix. Et puis le tout dernier ouvrage, il est de Guy Rachel et est imprimé ou édité, je vais dire, aux éditions Le Phénix. C'est Les mystérieux pouvoirs de l'arbre de vie au dit vitriolium. Donc vous pouvez trouver tous ces ouvrages ici à la librairie Le Phénix. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt.
Merci.